Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui parce qu'il est temps de parler de mes lectures du mois de janvier. Avant toute chose, je vais vous montrer la double page de janvier parce que je crois que je ne l'ai pas insérée dans le film du bullet journal, donc je vous le montre maintenant. Donc de ce côté-ci, c'est le sommaire finalement de ce mois de janvier et de ce côté-là, c'est le book haul. Je vous tournerai une vidéo spéciale book haul, je pense une fois tous les 2 mois. Et comme ça, je vous montrerai, là par exemple, début mars, vous aurez une vidéo pour les livres que j'ai achetés au mois de janvier et au mois de février. Du coup, je vous en parlerai à ce moment-là. Et dernière petite précision, après on rentre dans le vif du sujet, il y a 2 lectures que j'ai faites sur le mois de janvier, mais je ne peux pas vous en parler pour le moment parce que elles font partie du vlog lecture spécial romance qui sortira très prochainement. Et du coup, pour pas vous spoiler, je ne les ai pas inclus dans le mois de janvier ici. Donc j'ai laissé une double page vierge que je remplirai courant février. Donc vous le verrez début mars. En réalité, j'ai donc lu 8 titres sur le mois de janvier, mais je vais vous en présenter 6. Et j'ai commencé l'année avec le 2e tome de la Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune, toujours écrit par Christelle Dabos et toujours lu dans le cadre du Cold Winter Challenge avec la lecture commune. Et je vais les démarrer un petit peu à la bourre puisque je crois qu'il fallait le commencer juste après Noël et j'étais pas forcément disponible, j'avais autre chose à lire. Donc je l'ai démarré le 2 janvier je crois. Bref, c'était mon premier livre de l'année. Je me suis régalée, je l'ai pas forcément lu d'une traite parce que j'ai essayé de respecter les étapes de la lecture commune, c'est-à-dire un découpage de 3 parties sur les 3 semaines de lecture. Mais finalement, comme je l'ai lu en une semaine, j'ai rattrapé mon retard. Je crois que je l'ai terminé à l'avance. Je peux pas vous en dire beaucoup, évidemment, puisque c'est un tome 2. À part le fait que j'ai vraiment apprécié cette lecture, je me suis régalée. On est toujours au pôle avec Ophélie et son futur mari Thorn. On a toujours la compagnie de la tante Roselyne, de Bérénilde et compagnie. Même si on voit un petit peu moins la tante Roselyne, j'étais un petit peu déçue puisque c'est un personnage qui apporte énormément d'humour à ses dépens. Et en fait c'est mon personnage préféré, mais ça m'a pas dérangé plus que ça de l'avoir un petit peu moins aussi. C'était l'intrigue faisait qu'elle était un petit peu moins présente, mais c'était vraiment chouette. On a des personnages secondaires, voire d'arrière-arrière-plan, qui prennent plus de corps en fait, ils sont plus présents dans ce tome 2, voire ils ont une importance capitale. On en découvre d'autres et surtout on découvre d'autres endroits du pôle puisque dans le premier tome on était surtout situé à la Citaciel qui est l'endroit où en fait la cour de l'esprit de famille se trouve. Et ici dans ce tome 2 on a une partie à la Citaciel et donc on découvre d'autres fonctionnements de la cour. Et une autre partie où on est, alors je sais plus le nom mais en gros on est au bord de mer dans une station balnéaire du pôle. Et on va retrouver toute la famille d'Ophélie puisqu'ils sont venus pour le mariage. On change de cadre mais pas trop non plus, on voit de nouveaux personnages, on en retrouve d'autres, c'était vraiment chouette. Et l'intrigue de ce tome 2 m'a aussi vraiment plu puisqu'on est lancé dans une enquête. Il y a certaines personnes qui ont disparu dans un endroit qui est réputé pour être absolument intouchable. Donc Ophélie va se retrouver à mener l'enquête malgré elle. Puisqu'il se trouve que les personnes qui ont disparu étaient victimes de chantage, de harcèlement par lettres interposées et Ophélie reçoit les mêmes lettres donc elle a un peu peur d'être la prochaine victime. En bref, c'était vraiment chouette, je suis toujours enchantée par la plume de Christelle Dabos, son univers, la façon dont elle amène l'humour, dont elle tisse son intrigue qui s'étoffe finalement au fur et à mesure des tomes. Je vous dis ça parce que j'ai aussi lu le tome 3 qui est juste là et je vous en parle en fin de vidéo. Enfin bref, après ça j'ai aussi lu un autre tome 2, écouté un autre tome 2, c'est celui de la saga Vampiria et celui-ci c'est La Cour des Miracles. Là aussi comme c'est un tome 2, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, à part que on retrouve notre héroïne Jeanne qui se fait toujours passer pour Diane de Gastefriche. Cette fois-ci elle est plus proche du roi soleil et elle essaie toujours de faire en sorte de l'éliminer mais sans forcément se mettre en danger non plus. Elle va être envoyée par le roi soleil à Paris puisque pour rappel pour le moment elle est toujours à la cour à Versailles. Bref, elle va être envoyée à Paris pour une mission pas forcément secrète, ou si elle est un petit peu secrète quand même, mais surtout très importante puisque elle va être chargée avec d'autres personnages qu'on a déjà rencontrés dans le tome 1. Elle va être chargée de retrouver la personne qui se fait appeler la Dame des Miracles.
Ce serait une vampire renégate qui du coup essaierait de prendre le pouvoir pour elle et d'établir sa propre cour. C'est assez bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir été pas forcément très à l'écoute de ma lecture et en même temps ça m'a pas empêché de vraiment l'apprécier. Je pense que c'est parce que je faisais autre chose à côté et que j'étais un peu trop concentrée sur mes autres tâches plutôt que sur ma lecture. Donc il faut que je fasse attention à ce que je fais quand j'écoute un livre audio. Ceci dit, ça m'a pas forcément empêché de l'apprécier non plus, d'autant plus que là aussi on découvre une autre partie de cette France vampirisée, puisqu'on va se retrouver à Paris qui est ici nommée la capitale des ombres. Et on va découvrir aussi de nouveaux personnages, on va être un peu plus en contact avec des personnages qu'on connaît déjà, on va creuser un petit peu plus leur histoire, ce qui est là aussi très sympa. J'adore en fait quand on a des personnages secondaires, ou même encore moins présents dans l'histoire, mais qui au fur et à mesure prennent de l'importance et on se rend compte qu'ils sont assez centraux dans l'histoire. Bref, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aussi dans Vampiria. Et là aussi, je suis toujours enchantée, émerveillée par la plume de Victor Dixon. Donc, je suis aussi assez pressée d'écouter le tome 3. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis sur ma page Book Haul, mais j'ai acheté le tome 3 en version audio. Donc, je pense que je vais pas tarder à l'écouter pour continuer cette saga que j'apprécie énormément. Après ça, j'ai aussi lu Les dieux de jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia. Il est sorti le 10 janvier, je l'ai acheté le 10 janvier et j'ai commencé à le lire le 10 janvier. C'est une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Pour rappel, j'avais failli l'acheter en anglais, en VO, et je m'étais ravisée. Et le lendemain, j'ai appris que Brajlon le publiait en VF et qu'il allait sortir quelques semaines plus tard. Donc, je l'ai attendu en VF. Je pense que j'ai bien fait. En même temps, la VO m'aurait pas forcément dérangée. Ici, on est dans un titre de fantastique historique, puisque ça se passe au Mexique dans les années 20. On va suivre notre personnage principal, Cassiopeia, qui est une jeune fille qui est maltraitée par sa famille. Elle est rabaissée constamment, elle est un peu traitée, c'est un peu la boniche de la famille. Et elle essaie de tout faire pour économiser un maximum d'argent et pouvoir fuir cette famille. Ce faisant, elle ouvre un coffre interdit dans la chambre de son grand-père, pensant y trouver de l'argent, de l'or. Sauf qu'il se trouve qu'elle libère le dieu maya de la mort qui s'appelle Uncame. Et elle va se retrouver embarquée dans une épopée à travers le Mexique pour retrouver des morceaux de corps de ce dieu de la mort et essayer de faire en sorte de le remettre sur son trône. Évidemment, il va y avoir une histoire d'amour qui va s'installer entre ce dieu maya et cette jeune fille mexicaine. Et autant vous dire que j'ai pas trop accroché. Qu'on soit très clair entre nous, c'était écrit sur la 4e de couverture et c'est ça qui me faisait le plus envie. Pour moi, il y avait un côté historique, un côté ambiance Mexique, années 20, Jazz Age, qui était très important. Et du coup, moi, ça m'a vendu du rêve. Pour être honnête, je n'ai rien retrouvé de tout ça dans les 300-400 pages que faisait le roman et j'étais déçue. Très honnêtement, ça se serait passé dans n'importe quel autre pays, à n'importe quelle autre époque, ça n'aurait pas changé grand chose. Le seul point qui fait que c'est ancré au Mexique, c'est parce que il y a tout ce folklore de la culture maya, de la mythologie maya, qui forcément imprègne l'histoire, puisqu'on parle quand même du dieu maya de la mort, et donc il y a tous ces contes, tout ce folklore maya qui est intéressant puisque on a quand même des détails là-dessus. Donc si vous êtes intéressé par la mythologie maya, ça risque de vous plaire. Par contre, vraiment, le Mexique des années 20, je ne l'ai pas vu. Le Jazz Age, je ne l'ai pas vu, pas entendu. Voilà, j'étais un petit peu déçue. C'était pas forcément un roman historique, c'était plutôt un conte / romantaisie. Et moi, la romantaisie, j'aime pas ça. Donc voilà, ça a été ma première déception de l'année 2024. Malheureusement, elle a pas trop tardé puisque ça arrivait entre le 10 et le 13 janvier. J'espère que ça va pas être tous les mois comme ça. Et j'espère surtout que ce sera la seule ou l'une des seules déceptions de cette année 2024. J'avoue que j'en ai rarement. En général, j'apprécie quand même plutôt mes lectures. Mais là, c'est arrivé assez vite. D'autant plus que Silvia Moreno Garcia, je l'avais découvert avec Mexican Gothic, que j'avais beaucoup aimé et j'avais vraiment adoré sa façon d'écrire et c'est une façon que je n'ai absolument pas retrouvée dans Les dieux de jade et d'ombre et c'est aussi pour ça que j'ai été déçue.
D'ailleurs, pour rappel, j'ai tourné un vlog là-dessus, donc sur Les Dieux de Jade et d'Ombre et sur Hortense, le livre suivant que j'ai lu, donc dans le cadre de ce vlog. Il se trouve que vous aviez été plusieurs à me dire « Tu aimes Jacques Expert, tu devrais lire Hortense », donc je vous ai écouté. Il était disponible à la médiathèque, je l'ai réservé assez vite et il était disponible assez rapidement, donc quand je suis allée le récupérer à la médiathèque, il me faisait un petit peu les yeux doux. Alors je l'ai lu. Ici on est dans un thriller psychologique. On va suivre principalement le point de vue d'une personne qui s'appelle Sophie. On va la suivre en 1993 lorsque sa fille Hortense se fait enlever. Et on va aussi la suivre en 2015, soit 22 ans plus tard, quand elle rencontre par hasard une jeune femme qui ressemble trait pour trait à sa fille disparue. Ça a été pour moi un vrai page turner, j'ai dévoré ce roman. En fait, c'était addictif. J'avais du mal à le lâcher et à aller faire autre chose, à aller vivre ma vie. D'autant plus qu'il y a une alternance de points de vue, puisque, comme je vous disais, la plupart du temps, on va suivre le point de vue de Sophie, que ce soit en 93 ou en 2015. Mais on a aussi une alternance de points de vue, puisque de temps en temps, on retrouve des extraits de procès-verbaux de personnes qui ont été interrogées dans le cadre de l'enquête en 1993. Donc là aussi, ça fait avancer l'histoire et en même temps, on se pose de plus en plus de questions. Mais on a aussi de temps en temps ces mêmes points de vue de témoignages qui là se passent en 2015. Et en fait, on se rend compte que il y a deux enquêtes en parallèle. Il y a celle de l'enlèvement d'Hortense, puisqu'on voit très rapidement que c'est son père biologique qui l'a enlevé. Et on a aussi, au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, des extraits de procès-verbaux de 2015, suite à une enquête qui se déroule juste après les événements de 2015 qui nous sont racontés dans le roman. Bref, je sais pas si c'est clair, mais du coup, cette alternance de points de vue, que ce soit de la narration de Sophie ou des extraits d'enquête, ça fait qu'on dévore le roman, les pages défilent et on n'a pas envie de s'arrêter. J'ai adoré le voyage, j'ai adoré le roman dans 95% du temps, je dirais. La révélation, ceci dit, qui arrive à l'avant-dernière page, elle m'a scotché. Mais je pense qu'avec le recul, elle m'a scotché dans le côté négatif du terme, puisque, sans spoiler, la révélation qui est faite, je l'avais vue venir. En fait, je m'étais posé la question de savoir si c'était ça. Et très rapidement, je l'avais éliminée de ma tête en me disant « Non, c'est impossible, ça n'a aucun sens, c'est absolument pas logique. » Sauf que c'était ça, et je continue de croire que ça n'a aucune logique quand on reprend les éléments qui nous sont énoncés dès le début du roman. Ça n'a pas de sens. Donc c'est assez délicat puisque j'ai quand même envie de vous le recommander. C'était hyper addictif, mais il faut le lire pour le voyage, il faut pas le lire pour la fin. Il faut pas le lire pour la révélation, il faut pas s'attendre à un truc de dingue. Mais si vous aimez vous poser des milliards de questions pendant votre lecture, faire des suppositions à tout bout de champ et vous demander dans quel sens part l'histoire, je pense que Hortense peut vous convenir, d'autant plus qu'on aborde beaucoup les thèmes des relations entre humains, de la confiance, de la vérité et surtout ce prisme de la vérité où selon où on se trouve, la vérité c'est pas la même pour tout le monde. Du coup voilà, je suis quand même assez mitigée sur cette lecture. Quand j'ai terminé Hortense, j'ai été tellement scotchée. Et d'ailleurs la révélation m'a tenue éveillée une bonne partie de la nuit. Je suis allée faire des recherches après sur internet en me disant il y a quelque chose que j'ai loupé, que j'ai pas compris. Et finalement les avis que j'en ai lus, tout le monde pensait, enfin du moins une majorité de personnes pensaient la même chose que moi, à savoir ça n'a pas de sens, l'auteur a loupé quelque chose. Et du coup cette révélation elle retombe un peu... c'est un flop en fait. Le dernier livre que j'ai lu dans le cadre de ce vlog, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans le i, ici ou ici, je ne sais jamais. Bref, le dernier livre que j'ai lu, ou plutôt que j'ai écouté, c'était sur votre recommandation, puisque c'était vous qui deviez élire, choisir ce livre, c'était ma lecture surprise. Et vous avez choisi Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Donc ça tombe très bien parce qu'en plus il faisait partie de ma pile à lire ultime pour 2024. Donc finalement... en fait j'en ai lu 2 de ma pile à lire 2024, donc celui-ci, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, et aussi Les Dieux de Jade et d'Ombre que j'avais glissé dans cette palle, donc ça fait déjà 2, c'est quand même pas mal. Bref, celui-ci je l'ai écouté en audio donc, puisque je l'avais en livre audio, et alors au début j'ai bien cru que cette version audio ça allait pas forcément me plaire, que
je l'écoutais mais j'étais pas... C'est pas que j'étais pas intéressée, mais le format audio c'est quelque chose où j'ai du mal à vraiment accrocher, à part avec Vampiria. Enfin c'est ce que je pensais, puisque au fur et à mesure de mon écoute des 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai été complètement happée. Et finalement je pense que de l'avoir écouté, j'étais encore plus à fond et j'étais encore plus dans les émotions de cette lecture. Enfin bref, je m'avance mais je vous ai pas fait le résumé de ce roman, puisqu'ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Monique. Elle est une journaliste de petite envergure et il se trouve qu'elle a été contactée par l'équipe d'agents d'Evelyn Hugo, une star incontestée du cinéma fin des années 50 jusqu'à très récemment. Bref, Evelyn Hugo est entrée en contact avec elle puisqu'elle souhaite que Monique écrive ses mémoires, qu'elle écoute ses confidences, qu'elle les mette à l'écrit et qu'elle en fasse un livre. Seulement, elle veut que ce soit Monique uniquement et personne d'autre. Et forcément, personne ne comprend pourquoi est-ce que ce serait Monique, qui n'est pas très connue dans le monde du journalisme, qui devrait écrire les mémoires d'une superstar comme Evelyn Hugo. Donc, tout au long du roman, on va suivre ces entrevues entre Monique et la star de cinéma. Et je pensais que l'intrigue principale, ça allait être le fait que, justement, on se pose la question de pourquoi Monique. Sauf que j'étais tellement à fond dans les confidences d'Evelyn Hugo, puisqu'on va forcément parler de ses 7 mariages et des histoires qui entourent Evelyn Hugo, puisqu'elle a décidé de dire toute la vérité, rien que la vérité. Bref, je pensais que l'intrigue de pourquoi Monique, ça allait être la base de cette histoire, et finalement, j'étais tellement à fond dans les confidences d'Evelyn Hugo que j'en avais oublié qu'il allait avoir une révélation à la fin du roman. J'ai adoré ce personnage d'Evelyn Hugo. J'ai adoré, pas forcément la détester, parce qu'il n'y a pas forcément de moment où elle est détestable, mais elle est vraiment, elle est arrogante, elle est imbue d'elle-même. Mais on est aussi amené à faire connaissance avec elle dans le domaine vraiment intime et personnel de sa vie. Et j'ai adoré aussi la voir finalement fragile, perdue, mais toujours ambitieuse. Faut savoir que c'est un personnage haut en couleur, tout comme son entourage, puisque forcément quand on va avoir l'historique de ces 7 mariages, on va aussi être amené à faire connaissance avec ses amis, ses contacts du showbiz, voir les coulisses de ce qui se passe derrière les tournages de films. J'ai adoré. C'est simple, pour moi, ce roman, ça a été un véritable coup de cœur. Et là aussi, les coups de cœur, ça m'arrive vraiment pas souvent, mais pour le coup, j'aimerais que ce soit quand même beaucoup plus régulier. C'était une magnifique histoire d'amour, une magnifique histoire d'amitié, une magnifique histoire de combat pour ses idéaux tout au long de sa vie finalement. On va évidemment beaucoup parler de la condition de la femme, de malheureusement la banalisation de la violence, de l'alcoolisme, mais aussi de la relation avec son propre corps, l'image qu'on renvoie, l'image qu'on aimerait renvoyer, mais aussi la sexualité avec une forte dimension LGBT. Bref. J'ai adoré, gros coup de cœur, j'ai pas arrêté de pleurer, j'étais souvent au bord des larmes, même si j'étais en public, puisque celui-ci, je l'ai quand même pas mal écouté en marchant dans la rue, et j'avais très souvent les larmes aux yeux, parce que c'était beau, ou parce que c'était triste, parce que c'était émouvant, tout simplement. Bref, je crois que j'ai rarement autant pleuré à la lecture d'un livre, et comme je vous le disais, je pense que le fait que je l'ai écouté en audio, ça m'a encore plus immergée dans l'histoire et ça m'a encore plus émue finalement. Donc merci à vous de m'avoir poussé à lire, découvrir, écouter les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ça a été une aventure incroyable pour moi. Merci, merci, merci. Et enfin, le dernier livre de cette update lecture, comme je vous le disais précédemment, c'est le tome 3 de La Passe Miroir, qui est juste là. Je l'ai terminé le 31 janvier, donc en fait je l'ai un petit peu rushé sur la fin pour pouvoir vous en parler sur le mois de janvier. Et en même temps, ça m'a fait du bien parce que celui-ci, j'ai eu tendance à le lire quand même pas mal entre plusieurs lectures. Déjà à cause du découpage de la lecture commune, puisque comme je vous le disais, chaque tome est découpé en 3 parties pour le lire sur 3 semaines. Mais moi j'ai du mal à faire ça. J'ai du mal à lire plusieurs livres en même temps, mais j'essaie de garder le rythme de la lecture commune. Le problème avec celui-ci, c'est que je l'ai combiné avec mon vlog romance que vous allez bientôt voir. Et ben du coup, j'ai eu du mal à avancer sur celui-ci en particulier. Et comme j'ai eu du mal à avancer, ben j'ai eu du mal à accrocher à l'histoire.
Ceci dit, une fois que j'ai pu le reprendre et me consacrer uniquement à sa lecture à lui, là, j'ai été embarquée. Donc comme je vous le disais, c'est le tome 3 de la passe miroir. Celui-ci, c'est la mémoire de Babel. Alors autant dans le tome 1 et 2, ils se suivaient, puisque au début du tome 2, on retrouvait Ophélie littéralement 5 minutes après la fin du tome 1. Autant celui-ci, on retrouve Ophélie 2 ans et 7 mois après les événements du tome 2. Donc ça fait bizarre. D'autant plus qu'on la retrouve à un autre endroit. On savait qu'elle allait être dans cet autre endroit. Mais du coup, on n'est plus au pôle, on n'est plus à la citatielle et on n'a plus les personnages qu'on suivait dans le tome 1 et 2. Je pense que c'est aussi ça qui a joué dans le fait que j'étais un petit peu moins accrochée dans la première partie. Ceci dit, on découvre un nouvel endroit puisqu'on va sur l'arche de Babel. Et donc on a une toute autre intrigue qui se met en place mais qui continue à découvrir l'intrigue principale des 4 tomes. Donc on avance là-dessus. On sait pourquoi Ophélie est là, c'est expliqué. Mais comme je vous le disais, comme on n'est plus au pôle, on n'est plus avec les personnages des tomes 1 et 2, enfin principalement, eh bien j'ai un petit peu moins accroché, même si on découvre un autre endroit, on découvre forcément de nouveaux personnages. Et là encore, Christelle Dabos a cartonné, puisque des personnages qu'on croit secondaires, voire presque invisibles, ont finalement une importance capitale. Et comme je vous le disais précédemment, ça, j'adore ces pépites. J'ai juste vraiment hâte de lire le 4e et dernier tome pour pouvoir relier tous les points, pouvoir répondre à toutes ces questions qui restent en suspens, pouvoir retrouver d'autres personnages, d'autant plus que il y a un personnage qu'on rencontre très rapidement dans le tome 2. On a son point de vue dans ce tome 3, ce qui est assez rare. D'ailleurs, je crois que c'est même inédit, puisque dans les tomes 1 et 2, on a toujours le point de vue d'Ophélie. Et dans le tome 3, ici, on a 3 ou 4 chapitres, je sais plus, avec le point de vue de ce personnage-là, qui a un point de vue spécifique, qui a des pouvoirs spécifiques, et qui nous amène dans une part de l'intrigue que je n'avais pas vu venir, ou du moins je pensais pas qu'elle allait exister. Enfin bref, je suis vraiment trop pressée de lire ce 4e et dernier tome, d'autant plus que je l'ai réservé à la médiathèque et hier après-midi j'ai reçu le mail comme quoi il était disponible. Donc autant vous dire que soit demain, soit mardi à l'ouverture de la médiathèque, j'y serai et je vais récupérer ce 4e tome et je vais me lancer très rapidement dans sa lecture. Enfin bref, c'en est tout de cette update lecture du mois de janvier et de cet aperçu dans mon bullet journal lecture de janvier. Avant de vous montrer le rendu final, je voulais vous montrer la préparation du mois de février, puisque le mois de janvier, je vous l'avais montré sur le setup du bullet journal. Mais là, le mois de février, donc je suis partie sur un peu la même composition. Sur la page de gauche, un sommaire pour le mois de février. Et sur la page de droite, la page que je réserve au book haul. Donc là, je découperai et je viendrai coller les miniatures des livres que j'ai achetés sur le mois de janvier. Pour le mois de février, pardon. Comme je vous avais dit, je vais garder une trame annuelle pour les thèmes. Je pars sur les fleurs. Donc chaque mois aura sa fleur. Et pour le mois de février, c'était les violettes et les iris. Donc j'ai pris les iris pour pouvoir changer un petit peu de palette de couleurs, même si ça reste quand même assez proche sur le mois de janvier. Donc ici, c'est un thème plutôt violet bleuté. Et même si on est au tout début du mois de février, j'ai déjà acheté des livres. Bref, c'est le moment du rendu final. Comme je vous avais dit, j'ai laissé 2 pages vierges pour ces fameux 2 livres que j'ai lus au mois de janvier, mais dont je ne peux pas vous parler pour le moment, donc ce sera pour la prochaine fois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, surtout si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!